déjà fait réfléchir. Et un truc qui apparaît, je vais le mettre sur une diapositive que je fais. Donc, on raconte que c'est comme ça, puis vous avez une espèce de petit slider, il faut dire oui ou non, puis le texte continue, puis en bas il y a écrit accepter les cookies. Je fais comme ça, mais est-ce que je refuse? Ah non, je ne peux pas refuser. Donc en fait, on fait semblant que je peux refuser, puis en bas on dit accepter. C'est quand même fou ça. C'est aberrant, enfin, c'est une violation la plus basique du consentement en fait, de la personne à l'installation de cookies. Donc, eh bien, il va falloir que les sanctions se multiplient, parce que tant que ces entreprises qui raisonnent de manière purement économique trouvent un intérêt, c'est-à-dire que ça leur coûte moins cher la langue que l'argent que ça leur procure, ils vont continuer. Donc, on est vraiment au début d'une longue aventure. Et donc, ce secteur de la donnée est vraiment un secteur porteur en ce début du XXIe siècle, avec évidemment tout ce qui va concerner l'intelligence artificielle. C'est des choses d'ailleurs qui ont des points de contact, comme vous pouvez l'imaginer. C'est vraiment, je pense, la première décennie du XXIe siècle, ce sont les deux sujets majeurs. Et il y a vraiment de quoi faire carrière dans le RGPD, tant en tant que professionnel qu'en tant que chercheur, parce que le RGPD, c'est encore un Far West. Hein. C'est un Far West de 88 articles, avec plein de questions qui se posent, des concepts dont on se demande encore comment il faut les interpréter, et puis il y a un monde, si vous voulez, entre ce qui est écrit et puis la pratique. Vous regardez la définition d'un responsable de traitement d'un sous-traitant, c'est relativement clair, mais quand vous prenez un premier cas pratique qui vous tombe sous la main, là, vous commencez à vous poser des questions, parce qu'en fait, c'est pas évident du tout. Donc, il va falloir des gens qui vont se poser des questions là-dessus, il va y avoir quantité d'arrêts de la CJE à digérer, et puis si vous suivez l'actualité, vous savez aussi, si vous suivez l'actualité, encore une fois, que la question du transfert des données à l'étranger aussi donne lieu de multiples rebondissements, c'est toujours pas fini. Donc il y a vraiment, pour un chercheur, il suffit de se baisser pour ramasser des questions. Le RGPD, c'est une sorte de code civil de 1804 de la donnée de 2016. Voilà, c'est vraiment un champ, j'allais dire nouveau, mais en fait, c'est pas nouveau, les données personnelles. Je pense que vous savez qu'il y a eu des lois avant, je vais bientôt vous en faire les catalogues, il y avait la loi informatique et liberté, déjà qui a maintenant, l'air de rien, plus de 40 ans. Mais avant, c'était pas rentré dans l'habitude des gens. On savait que ça existait, chacun avait l'habitude de dire oui, vous avez le droit d'accès, de rectification de vos données, mais bon, tout ça c'était un petit peu, je sais pas comment dire, c'était pas au premier plan. Mais le RGPD, ça a vraiment électrifié tout le monde, parce que ça s'applique à toute l'Europe, c'est un règlement, et puis évidemment, il y a des sanctions gigantesques qui peuvent tomber, alors qu'avant, finalement, il n'y avait pas vraiment de sanctions. Donc, vraiment, là, on vit au début d'une courbe là, qui est déjà bien montée et qui, à mon avis, ne risque pas de s'arrêter. Alors, la protection des données à caractère personnel, comme vous devez le savoir, ça vient à l'origine du non-respect de la vie privée. C'est-à-dire à l'origine un droit de garder secret des informations qui vous concernent. Alors, ce droit au respect de la vie privée, aujourd'hui ça vous paraît un petit peu absolument commun et traditionnel, mais en réalité c'est quelque chose de très récent. Alors, je n'ai pas le temps de vous en faire un historique, que je faisais notamment lorsque j'avais ce cours en sociologie du droit, qui est extrêmement intéressant. Je partais du Moyen-Âge, pour constater que justement le terme privé n'avait même pas de sens à l'époque. Ça n'avait pas de sens, parce que pour qu'il y ait un privé, il faut qu'il y ait un public, mais à l'époque, le public et le privé étaient tellement. Que des espaces un peu identiques, du coup il a fallu que le privé se sépare du public pour que la sphère privée existe. Et ça a pris un moment. Et ça a commencé à se faire sociologiquement que tardivement. Je ne dois pas vous donner une date parce qu'elle serait fausse, parce que je ne peux pas prétendre avoir ça, mais il a fallu attendre le XVIIIe siècle peut-être. Et quant au droit au respect de la vie privée, en fait, il a été conceptualisé qu'en 1899 dans un article de la Harvard Law Review qui s'appelle The Right to Privacy, tout simplement. Et c'est ces deux auteurs qui ont dit que finalement, si on regarde ça, mais est-ce que ce serait pas logique de dire qu'il y a un droit à ce qu'on respecte la vie privée? Et la consécration, alors à partir de ce moment-là, aux États-Unis, il y a eu une consécration discrète, jusqu'à la suffrage américaine le consacre. Mais en fin de compte, ce
qu'on appelle le droit au respect de la vie privée, conçu comme un droit autonome, n'existe réellement que depuis les années 1950. Donc c'est hyper récent en fait. C'est extrêmement récent comme droit. Et il se trouve que c'est la naissance de l'informatique, à peine 10 ans plus tard, qui va être l'élément qui va démarrer finalement l'histoire de la matière que je m'apprête à essayer de vous enseigner. Et ce qui marque, ce qui est le révélateur en fait que l'informatique est le déclencheur, c'est le terme même de données. Parce qu'on est passé de l'idée qu'on a des informations privées à protéger, puis subitement on parle de données à protéger. Vous voyez, il y a un glissement sémantique intéressant, on peut se demander, mais pourquoi est-ce qu'on parle de données alors qu'avant on s'intéressait à la protection des informations? Bien, si vous recherchez l'origine du terme données, je suis allé dans l'encyclopédie d'Alembert et Diderot de 1751, on vous dit terme de mathématiques qui signifie certaines choses ou quantités qu'on suppose être données ou connues et dont on se sert pour en trouver d'autres qui sont inconnues. Donc, à l'origine, c'est un terme mathématique qui désigne, on va dire, les nombres que vous avez sous la main, puisqu'on est dans les maths, et qui vont vous permettre de déterminer, ce sont des équations, aujourd'hui on dirait des algorithmes, pas des quantités inconnues, vous allez trouver des résultats à partir des données. Et l'informatique, c'est quoi finalement? Qui peut me dire quelle est l'étymologie du terme informatique? Vous êtes jamais posé cette question? Informatique, c'est la contraction de information et automatique. Donc, si vous voulez, c'est des traitements automatisés d'informations. Et ces informations, ces traitements automatisés, ça traite quoi? Ça traite finalement, alors en tout cas à l'origine, c'était évidemment le cas, ça traite de nombres. À la base, un ordinateur pour faire des opérations. Et si aujourd'hui, tout ce que vous donnez à un ordinateur, ça fait des photos, des musiques, etc., fondamentalement pour l'ordinateur, ça reste des nombres qu'il est en train de calculer. Et donc vous voyez qu'à partir du moment où on parle de protection des données, c'est qu'on a fait un saut dans le monde de l'informatique. Parce que le terme données est associé aux mathématiques et à la science finalement de l'informatique. Donc c'est bien l'informatique qui fait naître, si vous voulez, la matière dont je vais vous parler durant les heures qui nous sont dédiées. Aussi, je ne respecte pas l'ordre dans lequel je vais vous dire les choses. Mais c'est bien les dangers nés de l'informatique qui ont suscité la naissance des premières lois de protection des données à caractère personnel. Et pour nous, la loi informatique des libertés. L'idée à l'origine, c'est que dans un ordinateur, c'est avant tout un processeur qui calcule, mais il calcule sur la base de ce qui se trouve dans des mémoires. Aujourd'hui, on appelle ça des bases de données, tout simplement. Et autrefois, ça n'existait pas, cette possibilité, si vous voulez, d'archiver de manière indéfinie dans le temps quantité d'informations, ni la possibilité, en une seconde, de taper sur un clavier dans un champ de recherche pour retrouver ces informations. Il y avait des fichiers à l'ancienne, tirer, chercher, des fiches, au sens premier de fichier. Et donc, il y avait même un état policier, et il fallait qu'il y ait un genre cherchait dans des fiches pour retrouver ces informations. Mais dès lors que vous inventez l'informatique avec un moteur de recherche, avec des bases de données que vous pouvez interconnecter, vous pouvez vous asseoir comme ça à une chaise, taper trois mots, le nom de quelqu'un, et puis là, voir apparaître toute sa vie, est-ce qu'il est marié, son numéro de sécurité sociale, ses infractions. Une fois que vous avez cette possibilité, on rentre dans un nouveau monde, qui aujourd'hui nous est parfaitement connu, mais c'est ce qui s'est passé à l'époque. Et parfois, je suis étonné de la clairvoyance des gens des années 70 qui ont compris tout de suite qu'il y avait un problème. Et historiquement, la loi informatique et liberté, elle est née d'un projet français. C'est né, comme je vais vous le dire, il y a eu d'autres lois de protection avant la loi informatique et liberté, mais donc l'État français s'était mis dans l'idée d'avoir des bases de données sur chacun d'entre nous, et puis de les interconnecter.
qui avait eu l'idée saugrenue d'appeler ce projet le projet Safari. Et puis là, vous avez un grand quotidien, je ne sais plus si c'est Le Monde, voilà, qui a titré Safari ou la chasse aux Français. Et alors là, ça a eu un effet dévastateur, et les gens ont compris qu'en fait, ça y est, ils étaient fichés. D'où la naissance de cette ordre. Tout ça pour vous dire que c'est bien les dangers nés de l'informatique, nés de l'informatique dans les mains des États, parce qu'au début, on a voulu se protéger contre l'État, qui a fait naître ces lois de protection. Mais à l'époque, ils avaient bien aussi à l'esprit le fait que cette technologie allait descendre, hein, si vous voulez, dans les mains de tout le monde, mais on est à une époque où Apple n'a même pas été créé. Le premier ordinateur personnel grand public, entre guillemets, hein, l'Apple I, n'était pas encore inventé. Donc c'était un danger qui était très très lointain, mais dont on pouvait percevoir la virtualité. Bien évidemment, aujourd'hui, des dangers sont devenus, enfin, je pense que on va passer pour que vous les ayez à l'esprit, mais dans les années 90, Internet est arrivé. À cette époque-là est arrivé l'email. Quand je dis est arrivé pour le commun des mortels, c'est-à-dire qu'il pouvait avoir une connexion Internet et une adresse mail. Donc du coup, là, subitement, il est devenu possible de surveiller potentiellement les courriers de tout le monde instantanément. Pareil, base de recherche, vous cherchez un mot-clé, vous trouvez. Alors qu'avant, les gens s'envoyaient des lettres à l'ancienne, quoi. Il fallait aller chez eux, trouver la lettre, la lire, ça c'était fini. Et puis ensuite, développement du téléphone portable, beaucoup de communication audio qui est possible d'espionner. Et puis ensuite, évidemment, l'avènement du smartphone avec ses capacités de géolocalisation et puis sa puissance de calcul. Et puis, aujourd'hui, l'iPhone, Samsung, vous avez dans votre poche qui contient l'intégralité de votre vie. Il y a tout dedans, tous vos secrets. C'est très dangereux. Il ne faut pas se filmer avec son téléphone. Faites très attention. Donc aujourd'hui, voilà, les dangers sont devenus extrêmes en fait. Bon, je ne vois pas comment on peut être encore plus en danger. On est arrivé au bout du danger absolu. Quoi. Enfin, ensuite, il reste un puce qu'on nous implantera dans le cerveau, et puis on n'a pas accès à cette puce. Mais là, à part ça, je ne vois plus où est-ce qu'on peut aller dans la virtualité de la violation de votre intimité. Et la législation a suivi la naissance de ce danger et la naissance, comme je vais vous le redire, parce que je ne fais pas les choses dans l'ordre, c'est comme ça, la directive de 95 de l'Union européenne, puis d'un temps plus tard, le RGPD vient tirer les conséquences finalement de l'évolution des dangers de violation de votre vie privée. Alors aujourd'hui, il se trouve qu'on assiste à une sorte de prise de pouvoir du droit de la protection des données sur la vie privée. C'est quelque chose qui, à mon sens, n'est pas du tout identifié. Je vois personne que ça inquiète, mais moi, j'en vois plein de manifestations. J'aimerais bien écrire un article là-dessus. Alors, je trouve que j'ai déjà écrit un petit truc, un commentaire justement de l'arrêt du Conseil d'État sur la question des drones pendant le confinement. Là, où la police a fait voler des drones pour surveiller s'il y avait des gens dans la rue. Donc tout ça a été attaqué. Et finalement, on voit bien quand on lit la décision du premier juge et puis celle du Conseil d'État, qui finalement faisait des juridictions d'appel, qu'en fait la seule chose qui les préoccupait, c'est est-ce que le droit de la protection des données avait été violé. C'est-à-dire soit on avait violé les principes de protection RGPD, directive police-justice, dont je vais vous parler, et à ce moment-là, conclusion, il y a eu une violation de la vie privée, ou soit le droit de la protection des données à caractère personnel n'avait pas été violé, et manifestement, ils n'auraient eu rien à dire, puisque quand on lit, on voit bien que c'est si violation de la protection des données, alors violation de la vie privée. Alors que la violation de la vie privée a une origine, la vie privée, ce que ça protège, c'est différent. C'est différent de la protection des données. Comme je vous ai dit, ce dont on a voulu se prémunir avec la législation sur la protection des données, c'est des dangers de l'informatisation, c'est le fait qu'on puisse tout réunir dans un code sujet et qu'on a un clic, on sait tout sur vous, c'est ça en fait le danger. Mais la vie privée, vous, votre problème, c'est que vous
voulez pas qu'on vous voit, c'est ça en fait. Vous voulez pas être espionné. Et c'est ça la vie privée. Moi, quand je vois un drone qui me surveille, je me dis pas, oh mon Dieu, il y a mes données personnelles qui sont en train d'être. On s'en fout. Ce que les gens ne veulent pas, c'est qu'une machine froide venante soit en train de les surveiller, et ça les agace. Ça, c'est la vie privée. Donc, je trouve que c'est très regrettable. Et si ça continue comme ça, le droit de la protection des données pourrait avaler finalement la problématique de la vie privée. En tout cas, c'est ce que je trouve. C'est ce qui me semble, et je trouve que c'est très regrettable. Il faut faire attention à préserver aussi le domaine de la logique qui est intrinsèque au droit à la protection des vies privées, qui à l'origine ne recoupe pas du tout les préoccupations qu'on a voulu conjurer en créant un droit de la protection des données à caractère personnel. En tout cas, ce cours portera donc sur les données à caractère personnel et pas sur la vie privée, mais évidemment, dans cette petite introduction que je vous fais, je me devais à la fois de mettre ce droit dans le sillage de ses origines, mais en même temps de marquer la différence entre ces deux droits. Et comme je vous dis, ben voilà, le deuxième, l'enfant est en train de bouffer le parent d'une certaine manière, tout simplement parce qu'il est beaucoup plus tatillon, parce que vous n'avez pas un règlement général sur la vie privée qui fait 83 articles, si vous voulez. Donc vous avez un droit général qui tient dans un droit fondamental, et puis un texte de 70 pages, bon, forcément, la législation qui fait 70 pages, petit à petit, commence à grignoter, si vous voulez, dans toute sa spécificité, le principe d'où il est né. Voilà pour cette petite introduction. Alors, comment est-ce que va s'organiser ce cours? Alors déjà, on aura le 24 heures. C'est ce que j'ai réussi à négocier. Parce que là, je sentais que j'allais avoir ce cours, et puis il y a une de nos profs, je ne citerai pas, qui se retourne comme ça. Pierre Emmanuel, 36 heures, c'est trop quand même pour protection des données à caractère personnel. Je dis, oui, c'est vrai. Non, il ne faudrait pas qu'il y en ait trop. Dans mon fond intérieur, je me disais, non, mais je dirige juste un DU où il y a 120 heures sur les données personnelles. Mais oui, 4 heures me suffiront. Je serais déjà tellement content d'avoir un cours de 24 heures. Du coup, nous n'avons que 24 heures. Mais c'est pas grave. Je pourrais réfléchir à ça, et en fin de compte, je me suis dit qu'elle avait pas tort. Parce que c'est largement assez comme temps pour finalement exposer les bases. Et ensuite, si vous voulez approfondir, vous aurez tout le loisir d'aller approfondir ailleurs ou éventuellement avec moi l'année prochaine pour ceux qui ont choisi déjà un parcours numérique, puisqu'il y aura, il n'y aura pas d'ailleurs. Ah, j'ai oublié, je pense que c'est dans la maquette ici. Enfin bon, vous retrouverez en tout cas pour ceux qui veulent poursuivre sur ce thème-là. Et puis sinon, beaucoup plus tard, vous pourrez toujours, en tant que professionnel, venir faire le DU délégué à la protection des données. Donc nous aurons 24 heures, donc à raison de 2 heures de cours par semaine. Je vais peut-être parfois transformer ça en 3 heures, parce qu'il va falloir que je rattrape par avance les 1 ou 2 cours que je vais manquer. Il y en a un, c'est sûr, parce que je vais faire ce voyage international. Déjà, je n'aurais pas dû être là la semaine prochaine, parce que normalement, j'avais un voyage à Singapour, pour 4 minutes de pollution, mais comme on peut pas aller à Singapour, le voyage est annulé. Mais en revanche, je sais que j'en ai un autre de voyage vers la mi-novembre, et donc du coup, je vais rajouter une 3e heure à un de nos cours, je sais pas lequel. J'espère que ce sera le seul changement. Et évidemment, j'aurai soin de vous dire quel jour ça sort. Et puis, quoi vous dire d'autre? L'examen, ce sera un QCM. Moi, j'aime bien le QCM, je trouve que c'est très objectif. Donc, QCM, Agorasas, maintenant vous avez plus trop l'habitude. Donc, je vous avoue que je vais passer le QCM, mais j'imagine que ça durerait une 50aine de minutes. Enfin bon, je débrouillerai. Enfin, ce sera des questions sur le cours. Des questions. Et puis voilà, écoutez, je crois que je vous ai tout dit. Est-ce que vous avez des questions? Oui. Oui. On ne va pas vous faire venir pour faire remplir un papier en 2000. On l'a fait en L. Vous l'avez fait avec qui? Non, non, mais ça, c'était à la préhistoire. Ouais. Moi aussi, j'ai fait un QCM je ne vous dirai pas quand, mais
Je l'ai fait aussi. C'était en cours de relations internationales. C'était celui-là. Il a pris sa retraite. Il a pris sa retraite, professeur. Mais, parce que j'ai fait mes études ici à Assas. Donc j'ai connu la vie d'étudiant, mais dans des locaux qui étaient vraiment moins jolis. Hein. Vous n'avez pas la chance que vous avez. Je viendrai toujours de l'oral. C'était Monsieur Sûr. On faisait la queue. Il y avait un type devant moi qui me disait j'ai fait l'impasse surtout, j'ai juste révisé les ambassadeurs. Et moi je me dis, mais comment est-ce qu'on peut aller à un oral et avoir fait un sujet sur les 20 qui peuvent tomber C'est fou le type quoi. Et puis du coup, on rentre dans la salle et tout, il tire le truc, je regarde, il se retourne et c'est pas possible. Il y a vraiment des injustices dans la vie, quoi. Ça n'a pas existé quoi. Voilà, je me souviens très bien de cette oral de relations internationales. Alors du coup, c'était pas relations internationales. C'était quoi c'est quoi le cours en deuxième année international, c'est quoi? En première année, on a du relations internationales. Oui. Ça, c'était l'oral dont je me souviens. Et en deuxième année, c'est principes généraux du droit européen. Oui, c'est Non, c'est un 3. Principes c'est un généraux prof du qui droit faisait un européen. peu. Ouais, c'est du droit européen. Son cours était très stéréotypé. En tout cas, voilà, je me souviens avoir fait un QCM, mais non, nous, ce sera en ligne, gentiment, sans les attribuer. Bon, je ne vois pas pourquoi. Hein. Voilà, pour vous piéger. Hein. Non, non, on est là pour s'inscrire et construire votre carrière. Vous savez. Je ne vais pas essayer de vous coincer. Voilà, bon, bah, écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, voilà comment s'organiser le cours. Donc en fait, ce sera on va appeler ça des chapitres. Alors, je ne suis pas très formaliste, donc bon, l'idée de comment on m'a appris de faire des premières parties, deuxième partie, petit à petit, de tata, c'est pratique. Donc du coup, je fais des items qui sont apprenez des chapitres. Vous aurez un premier chapitre donc, sur les principaux textes et leur champ d'application. Vous aurez un chapitre sur les acteurs. Vous aurez un chapitre sur les principes structurants, qui est évidemment très important. Vous aurez un chapitre sur le droit des personnes concernées. Vous aurez un chapitre sur la mise en conformité, c'est-à-dire ce que vous devez faire finalement, une fois que vous avez compris comment ça marche, pour appliquer finalement ce que vous êtes censé savoir. C'est évidemment une partie en pratique qui est très ardue, c'est très compliqué d'appliquer tous les principes du RGPD. Et puis, je crois que c'est sur le dernier, un chapitre sur les transferts internationaux, qui est une question. Ah non, c'est l'avant-dernier chapitre. Sur les transferts internationaux, qui est une question très complexe en fait. Hein. C'est important. Évidemment, je retiendrai au principe. Et puis, en théorie, parce que quand je revois tous les chapitres, je me dis, mais comment je vais arriver au bout de ce programme? Mais bon, on va faire ce qu'on peut. Vous voyez pas tout, et le dernier, c'est sur les aspects contentieux qui recèlent encore beaucoup de questions en fait. Parce qu'il y a toute une mécanique qui est prévue dans le RGPD, et finalement on commence à la voir se déployer, et puis ça coince sur certains points. Et donc voilà, il y a encore beaucoup de questions à résoudre. Donc avec ça, je pense qu'on a finalement fait le tour. Encore une fois, j'espère que j'aurai le temps de parler de tout ça. Mais en faisant tous ces points-là, je pense qu'on fait le tour des grandes questions qui traitent de ce cours. Et donc voilà, écoutez, c'est parti. C'est bon. Allons-y. Pour donc le premier thème, j'appelle ça des thèmes. Risque de contradiction. Et donc le premier thème, c'est les principaux textes et leur champ d'application. Alors la France, comme vous le savez, était un pays précurseur en matière de protection des données, mais ça n'a pas été pour autant le premier pays à... excusez-moi, je voulais vous dire que section 1, l'évolution du texte, voilà. Je vais continuer à noter, c'est pas très grave. Parce que comme l'annonce de manière absolument inattendue le titre du thème, vous aurez d'abord les principaux textes, ensuite un champ d'application. Voilà, section 1, l'évolution du texte. Donc la France a été un des pays précurseurs en matière de protection des données, mais il n'a pas été le premier.
loi sur la protection des données à caractère personnel, c'est une loi suédoise du 11 mai 1973. Et puis ensuite, la RFA, hein, l'ex-Ouest, a pondu une loi du 10 novembre 1976. Et comme vous le savez, parce que tout le monde le sait, la loi française, c'est la fameuse loi informatique et liberté du 6 janvier 1978. Et donc c'est là où j'ai un peu anticipé tout à l'heure, en vous rappelant que la raison de la naissance, alors du coup, c'est vrai, 1978, Apple a été fondé quand déjà 74, 76, je sais plus. Enfin, du coup, l'informatique venait de naître personnel, venait de naître à cette époque. Et donc, du coup, l'idée, c'est de protéger, donc, comme je vous l'expliquais, les citoyens contre les dangers que représentait l'informatique dans les mains de l'État pour le citoyen. Et donc, dans cette loi de 78, on trouve posé déjà des jalons très importants. C'est pour ça que cette loi a été influente et est restée longtemps. On trouve l'idée qu'il fallait que les traitements soient, qu'une personne publique allait faire soit autorisée, donc il y avait une loi, si vous voulez, pour utiliser finalement l'outil informatique pour traiter des données à caractère personnel. Tout autre traitement donc, réalisé par une autre personne, une personne publique, devait être autorisé. Donc, c'est pas, pardon, autorisé, excusez-moi. Devait faire l'objet d'une déclaration, ce qui revient à dire que qui dit déclaration dit regard et éventuel contrôle. Et ça, cette idée que les traitements devaient être déclarés, à une époque où personne n'avait un ordinateur, on comprenait que oui, c'était gérable. Et cette idée de devoir déclarer les traitements avant de les faire, finalement, a subsisté jusqu'au RGPD. Et à l'époque, enfin, il y a quelques années, c'était devenu n'importe quoi. L'idée de devoir déclarer n'importe quel traitement de caractère personnel, c'est devenu anachronique. Et donc, en tout cas, c'est cette fois qui avait posé cette exigence. Elle a octroyé, comme vous le savez, des droits tout à fait classiques qu'on lit toujours en bas de tout un tas de documentation. J'étais sûr que je vais vérifier sur c'est censé revenir. Donc, ça a octroyé aux individus des droits qui subissent encore aujourd'hui, qui sont des droits classiques, d'opposition, de modification, de suppression. Ça introduit des dispositions spéciales relatives aux données révélant des origines raciales ou des opinions politiques. Ensuite, c'est une catégorie qui a été creusée, celle-ci. Et déjà dès le début, on s'est occupé de ça. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui des données sensibles. À l'époque, on n'utilisait pas spécialement ce terme. Oui. C'est pour ça que je ne voulais pas parler trop fort tout à l'heure. Et vous m'entendiez bien tout à l'heure? Non. Alors, qu'est-ce que je dois faire? Je pense que vous allez souffrir. On est d'accord? Parce que vous m'entendez bien, le genre là, non? Eh oui, c'est ça, hein. Ça va devenir difficile, hein. Ouais, mais devant, ils vont sortir. Hein. Mais je veux bien, hein, ça ne me dérange pas de parler plus fort. Je pense que dans le couloir va pouvoir suivre le cours, mais bon. Mais je comprends, je me mets à votre place. Hein. Si vous êtes venu et que vous me regardez, vous ne comprenez pas ce que je dis, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Donc très bien, je vais me rapprocher du micro. Tant pis pour vos camarades du premier rang. Et puis elle a posé un principe dont le problème c'est qu'il y a un Larsen, si vous voulez, si je parle trop fort. Elle a posé un principe dont on trouve encore aujourd'hui un héritage, mais qui donc a été posé dès cette époque. Hein. Donc c'est la formulation de l'époque. Aucune décision de justice impliquant une appréciation du comportement humain ne peut avoir pour fondement un traitement automatisé d'informations donnant une définition du profil ou de la personnalité de l'intéressé. Donc dès 1978, on a vu ce monde dystopique où l'ordinateur dit oui, bah oui, c'est un déséquilibré. On s'est dit ah non, il ne faut pas arriver là. Donc très tôt, voilà, on s'est dit on ne peut pas prendre des décisions de justice sur le fondement d'un profilage qui dit voilà ces caractéristiques psycho-biologiques. Donc là, vous avez finalement un socle de base déjà très moderne finalement. Les points que je vous ai mis sur la diapo et ce que je vous
dit, c'est vrai qu'il y avait d'autres choses dans l'informatique et liberté, mais je pense que voilà, c'est quelques points importants qui ont quand même posé des jalons. Et cette loi française, j'essaie de parler plus fort, a été un succès à tel point qu'elle a, dit-on, largement contribué à inspirer la directive européenne 95-46 du 24 octobre 1995, relative à la protection des personnes physiques et à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données. Il est normal que l'Union européenne finisse par se préoccuper de cette question, puisque, évidemment, les données personnelles sont nécessairement impliquées dans une des raisons fondatrices de la communauté européenne, qui est évidemment le commerce et le marché unique. Donc, tôt ou tard, ça ne pouvait qu'être mangé, si j'ose dire, par l'Union européenne. Et donc la loi française a servi à inspirer, si vous voulez, cette directive, parce que finalement elle était assez bien foutue. Et vous voyez bien que jusqu'à aujourd'hui, le législateur est très fier de son coup, parce qu'il a complètement tout réécrit. Il continue d'appeler ça la loi de 78, comme si c'était toujours le même. Voilà. Donc voilà, en plus on est à l'époque où l'accès à Internet commence à se démocratiser, donc voilà, il va y avoir vraiment des flux de données personnelles sur les réseaux qui n'existaient pas autrefois, donc voilà, toutes les conditions étaient remplies pour que l'Union européenne mette le nez, la communauté européenne mette le nez dans ces questions. Évidemment, l'adoption d'une directive européenne obligeait le législateur français à revoir sa copie, parce que peut-être que la loi de 78 avait contribué à inspirer la directive, mais quand même la directive aussi ses particularités qu'elle modernisait un petit peu les principes que nous on avait en droit interne. Du coup, eh bien, il a fallu une loi évidemment de transposition qui est donc la loi du 6 août 2004. Et donc cette loi a mis à jour notre loi informatique et liberté sur notamment les points suivants. L'augmentation des pouvoirs de contrôle a posteriori de la CNIL et la limitation des contrôles a priori. Donc là, on commence à changer d'idée. On voit bien que les échanges se multiplient et qu'on ne va pas s'amuser à tout déclarer. Donc on commence à passer, à restreindre, si vous voulez, le domaine du déclaratif. Vous avez un renforcement des pouvoirs d'investigation de la CNIL et de ses pouvoirs de sanction. Comparé à aujourd'hui, c'était pleurer de rire, mais pour l'époque, c'était déjà mieux. Vous avez aussi la création de ce qu'on appelait le CIL. Le CIL, c'est le correspondant informatique et liberté, qui est donc l'ancêtre du délégué à la protection des données. Vous avez l'introduction du principe selon lequel la durée de conservation des données doit être proportionnelle à sa finalité, qui est devenu un principe très important et qui aujourd'hui vraiment envoie plein d'entreprises par le fond, parce que vraiment une violation classique du RGPD, c'est la durée de conservation. C'est très dur quand on a une donnée de se dire qu'on va l'effacer. C'est très très dur. Moi j'ai tous les gens dans mon téléphone, je crois que j'ai le numéro de tous les gens depuis que j'ai un téléphone. Ça fait longtemps, ça fait 22 ans que j'ai un téléphone. Enfin, je peux vous dire que je n'ai pas perdu un numéro. J'aime pas jeter. Et on est tous comme ça, ils en trouvent encore plus parce que la donnée, c'est de l'argent. On ne va pas effacer de l'argent. Comme ça, on disait, je vais jeter vos billets de 20 € là. Allez, jetez-les. Là, personne n'a envie de jeter, c'est son argent. Bon, bah, les données, c'est l'argent. Et donc, les gens ne respectent pas la durée de conservation. Il y a eu aussi une introduction d'exception nouvelle à l'interdiction de traiter des données sensibles. Parce que, évidemment, c'est bien beau de poser un interdit de principe, mais dans les faits, vous vous rendez compte qu'il y a plein d'hypothèses légitimes dans lesquelles vous voudriez pouvoir traiter, par exemple, des données de santé. Il y a plein d'utilisations légitimes, pourtant ça fait partie des données à caractère sensible, donc on va commencer à élargir, si vous voulez, le champ des exceptions, qui aujourd'hui finalement est très important. Et puis, encore une fois c'est exhaustif, on a eu l'introduction du principe d'interdiction du transfert des données à caractère personnel vers un État n'appartenant pas à la communauté européenne si cet État n'assure pas un niveau de protection
protection suffisant. Et ça, c'est la naissance d'un dispositif qu'on connaît encore actuel, qui est celui des garanties appropriées pour un transfert de données à l'étranger. Donc on s'est dit, oui, on ne peut pas, ça ne sert à rien d'avoir une belle loi qui protège les données s'il suffit de transférer à l'étranger, puis c'est la fête. Donc là aussi, voilà, on trouve dans cette liste des points qui finalement sont pré-RGPD. Donc ça, c'est la loi du 6 août 2004 qui donc met en œuvre la directive de 95. Vous voyez que le législateur français s'est pressé pour procéder à la transposition. Et entre-temps, l'Union européenne avait adopté la Charte des droits fondamentaux, la fameuse Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Voilà. Et dans cette Charte des droits fondamentaux, vous avez un article 8 qui est dédié à la protection des données, qui nous dit « Toute personne a droit à la protection des données à caractère personnel la concernant ». Voilà. Puis le paragraphe 1 pose le principe que la protection des données a un caractère fondamental. Et ce qui est très intéressant, c'est que c'est un article qui est séparé du droit au respect de la vie privée, qui est l'article 7 de la Charte. Et donc vous trouvez ce qu'on appelle le noter en entier, mais vous voyez que vous trouvez aussi des principes de base absolus qui doivent être respectés, traitement loyal à des fins déterminées, principe de finalité, sur la base du consentement de la personne ou en vertu d'un autre fondement légitime prévu par la loi. Le droit d'accès, la personne a le droit d'accéder aux données et d'en obtenir la rectification. Et le respect de ces règles est soumis à une autorité de contrôle indépendante. Et donc voilà, c'est une sorte de constitutionnalisation, entre guillemets bien sûr, puisque c'est dans une charte de droits fondamentaux, voilà, ça se veut poser des principes supérieurs, c'est ça que je veux dire, quoi. Constitutionnalisation. C'est la Constitution européenne, vous savez. Donc voilà, c'est les principes, le cœur des principes fondamentaux, et finalement le RGPD ne fait que développer ce programme. Donc là, on est dans les années 2000, et puis plusieurs considérations propres à la décennie qui va suivre, qui va se dérouler, vont inciter à se saisir à nouveau du problème des données. Là, je vais être plus rapide parce que finalement, je vous en ai déjà parlé, mais vous avez d'abord l'évolution des technologies, naissance d'Internet, enfin, installation d'Internet. Dans les années 2000, ça y est, on commence à être vraiment connecté, si j'ose dire. Le commerce électronique, qui était naissant à la fin des années 90, mais qui, voilà, dans les années 2000, fleurit. Tout ça étant tributaire de l'augmentation des débits, parce que vous pouvez imaginer ce que c'était que les débits d'autrefois. La première connexion Internet, je me souviens comme si c'était hier. C'était avant les années 2000. La vitesse maximale du modem était de 3 kbps par seconde. 3 kbps. Évidemment, les pages de l'époque, ce n'étaient pas des vidéos qui s'affichaient comme ça, c'était des pages HTML avec du texte. Et alors, une photo, il fallait que les 200 kbps se chargent, c'était très long. Donc, l'augmentation des débits, évidemment, va favoriser les usages modernes qu'on connaît. L'avènement du smartphone qui a fait complètement retourner la table. Et puis, évidemment, nos amis, les réseaux sociaux, qui aussi vont complètement retourner la table de cette fois-ci, la monétisation des données. C'est la naissance de Facebook aux alentours de 2006, 2005, 2006. Et puis, leur habitude d'utiliser les données pour gagner de l'argent, pour traquer finalement ce que vous faites, qui va faire naître de nouvelles interrogations et toute l'industrie publicitaire qui va avec. Google avait précédé déjà petit à petit, Facebook, évidemment, Google avait commencé à faire son beurre de vos données. Et puis, l'Union européenne entre-temps, a sorti son excuse classique pour tout. Oui, on a fait une directive, mais on n'a pas réussi à éviter la fragmentation de la protection de ces pauvres consommateurs européens. Donc, on est obligé de faire un règlement maintenant. En fait, vous savez que vous avez une directive, ça veut dire que vous aurez un règlement dans 5 ans, parce que, non, ce sera insuffisant. Et vous le savez, c'est le défi cliquer, en fait. Je mets un pied dans la porte, puis ensuite je l'ai, je vous entends. Donc, la Commission européenne a dit, oui, il y a
trop de distinctions entre les différents pays qui chacun a adapté la directive de 95, c'est pas bon. Donc, du coup, ils ont dit il nous faut un règlement européen. Honnêtement, j'ironise évidemment, mais c'est vrai que c'est pas inutile. C'est même ce qui fait la force du RGPD, c'est que c'est la même loi à l'échelle de toute l'Union européenne, et même au-delà, puisque, comme j'aurai l'occasion de vous le redire, ça concerne l'espace économique européen, et puis c'est aussi d'application extraterritoriale. C'est quelque chose dont je vous parlerai. Mais c'est vrai que d'avoir une loi commune pour un marché de 300 millions de personnes, qui est extrêmement moderne, ça nous a mis au premier rang de la protection des données dans le monde. C'est le fait qu'il y ait un règlement européen, encore une fois, uniforme, a vraiment installé, si vous voulez, ça a été l'électrochoc. Donc, pour une fois, on peut dire que, pour une fois, parce que je trouve que parfois l'Union européenne a tendance à gratter sans fin. On a l'impression qu'il n'y a pas de limite, si vous voulez, qui se développe comme une pieuvre, comme ça. Et là, pour le coup, je trouve que ça a été très salutaire. C'était une bonne chose. Et aujourd'hui, bon, ça posait tout un tas de problèmes du RGPD, s'il faut l'interpréter, etc. Mais c'est quand même, on est des bons élèves dans la classe de la protection des données à caractère personnel. Et donc, du coup, c'est comme ça qu'on en est venu au RGPD. Et pour nos amis pénalistes, on a un petit peu pénalistes ici. Voilà, je ne vous ai pas oublié. J'ai promis à Édouard Bernier, oui, je parlerai de droit pénal. Tu peux mettre ce cours dans ton master. Et, donc, la directive 2016-680, qu'on appelle police-justice, BFM-TV ne sera pas perdu le jour où il faudra en parler, de la même date, hein, ces deux textes du 27 avril 2016. Et donc j'aurai l'occasion de vous parler de la directive en même temps que je vous parlerai du RGPD. Donc, je vous parlais tout à l'heure de la directive, de son champ d'application exact, donc je ne vais pas m'étendre. Et puis, parallèlement à l'avènement du RGPD, le législateur français avait procédé à quelques amendements de son côté de notre droit national. Alors, vous avez eu une loi du 24 janvier 2016 qui était dédiée à la question de la santé. Donc ça a modernisé toutes les dispositions internes sur le traitement des données santé. Et puis on a eu ensuite la fameuse loi du 7 octobre 2016 pour une république numérique, qui a à nouveau renforcé et élargi les pouvoirs de la CNIL et a créé des nouveaux droits, dont un dont je vous reparlerai rapidement tout à l'heure, qui est celui d'organiser ses données personnelles pour le jour de son décès. Vous savez, c'est ce moment terrible où quelqu'un malheureusement décède et puis ces mails, ces trucs qui sont faits. Donc ça, c'est moi aujourd'hui, c'est une question qui a été traitée par la loi. Alors je ne sais pas si tout le monde avait compris que ça existe et si tout le monde profite, si j'ose dire, parce que finalement c'est un peu comme un testament, quoi. Mais vous savez, vous pouvez faire un testament, mais si vous ne faites pas de testament, personne ne va le faire pour vous, d'une certaine manière. Par la loi, d'une certaine manière, fait votre propre testament, en prévoyant comment est-ce que vos biens seront dévolus à votre mort si vous ne le faites pas. Donc, oui. Donc là, c'est un peu pareil, la loi prévoit des dispositions par défaut, mais je vous incite à vous en préoccuper. Et puis, nous avons la loi du 20 juin 2018. Et cette loi du 20 juin 2018, c'est celle qui est venue. En fait, c'est celle qui tire les conséquences de l'avènement du RGPD, puisque d'abord, ces deux grandes orientations, c'est modifier la CNIL pour la rendre conforme au règlement. Donc la CNIL devient une autorité de contrôle au sens du RGPD, et donc elle est attribuée de tous les pouvoirs que le RGPD donne aux autorités de contrôle, et puis il fallait prévoir aussi des mécanismes de concertation avec les autres autorités de contrôle, puis avec un autre organe qu'on appelle le CEPD, donc il fallait mettre à jour tout le statut finalement de la CNIL pour qu'il soit conforme à ce qu'on trouve dans le RGPD. Et puis aussi, le RGPD, sur certains points, dit que les États nationaux ont une marge d'appréciation sur tel et tel point. L'exemple que tout le monde connaît, c'est celui de la majorité numérique, qui peut varier suivant les États. Donc, il fallait une loi pour finalement fixer la position française sur cette question. Et au résultat, si vous voulez, comme le législateur n'a jamais voulu refaire sa loi de 78, eh bien, à force de toutes ces modifications dont je viens de vous parler, c'était devenu illisible. Et donc, du coup, il y a eu
une ordonnance du 12 décembre 2018 où le législateur a réécrit toute la loi pour que ce soit lisible. De telle sorte qu'aujourd'hui, si vous allez voir la loi informatique et liberté, effectivement, c'est devenu lisible, c'était réécrit proprement, avec les bonnes sections, les chapitres. Donc ça, c'était une bonne chose. Du coup, on s'y retrouve beaucoup mieux. Je vais m'arrêter ici pour faire une première pause, et puis ensuite, je terminerai la petite balade dans les textes. Donc, je vous dis à dans 10 minutes. Vous avez vraiment très bien fait, moi, c'est pas tout ça. Ah là là, merci. Un dieu. Non, non, je pense trouver son diapo. Et il a dit que non, il le mettrait pas. D'accord. Je sais pas. Ouais, peut-être. Tu sais où on retrouve les enregistrements? Ok, bah merci.
Je vais essayer de le mettre le jeudi, le nuit, la veille, on n'a aucun cours. Ah, mais moi, je suis super content. Ah, moi, tu peux partir d'avant quand il y a des évaluations. Et après, je pense qu'il n'y aura pas d'évaluation en ME, ils vont faire des interrogations. Je pense pas. Honnêtement, je pense pas. Je pense qu'on aura plus de temps, des galons, peut-être qu'on a un galon. D'ailleurs, ils n'ont pas dit ça. D'habitude, ils commencent à fond en disant qu'on Bonjour. ouais. Est-ce que vous savez s'il y a les manuels pour cette classe Pas du tout. Il l'a pas dit. Quel bordel. Je sais pas, désolé. La concurrence française au pays, il y a 100 signataires, c'est un tel bordel organisé. Après, moi, je ne crois pas non plus aux autres trucs en classe, à l'école en L1, bien écouter. Je pense qu'il y a l'état par an, commentaire d'arrêt. Non, pas particulièrement. Non, pas particulièrement. L'année dernière, vous avez fait droit au faire avec l'année dernière. Et aussi, pareil, durant. Ah non, moi, j'ai fait une fois avec actuel.
pas particulièrement critiqué, mais il était que c'était une erreur. On est revenu sur une erreur. Mais nous, il n'était pas particulièrement développé. On sait qu'il a été chargé de public des liens administratifs aux gens en droit fiscal, c'était une erreur. J'avais des photos qui étaient en télé avec lui, c'était une erreur. Alors, même télé, c'était il les gardait 1h30 de plus que l'heure de TV, parce qu'on aurait dû les voir quand ils étaient connus pendant 1 heure, il leur dit qu'ils étaient connus. Alors qu'avec lui, c'est un minute. Là, laquelle il y a le système aussi, c'est bien le travail. Car tout le monde mais c'était archi long, c'était en ligne. C'était en ligne. Ah, parce que moi, j'avais demandé à changer d'horaire, et du coup, c'est en présentiel. Parce que t'aimes pas participer. Mais moi, je t'ai dit 7h45, j'avais mis à 7h45 qu'il a fait son gars, et comme on était en présentiel, c'est un débat. C'est comme des débats. Et tout le monde participe, on était en présentiel, ça va. Ouais, mais en présentiel, c'est plus sympa quand même. En fait, moi, j'ai fait mon exposé en présentiel, et ça, c'est pareil. Mais c'est ça. Ouais, mais... J'ai perdu des cours, j'ai débordé de 5 minutes aussi. J'étais sur le refus administratif d'examiner les demandes de rapatriement des enfants et des jeunes avec une meuf qui s'appelait Camille Loiseau. Et si, un autre mot sympa. Oui, mais le dernier jour, Camille Loiseau, elle n'était pas là, et je crois que c'était lui qui nous a fait la grave sympa. Il n'est pas bon le copain. C'est lui, parce que je me souviens un Pierre machin, je crois que c'est lui qui nous a fait le dernier cours. Ouais, il savait tout, c'est pas son discours. Ouais, moi je me dis, c'est une mauvaise note, Camille Loiseau. 11 au galop, par contre, au parcours, c'est 20. Parce que vous avez fait la matière la plus dure de tous les temps pour l'international. Pas du tout. Je ne sais plus comment elle s'appelait, c'était un truc de fou. C'était archi dur. Je me souviens qu'on a dit le résumé du livre avec l'analyse, le résumé du cours avec l'analyse, plus un truc, on avait un dossier de 30 pages, appréciation sur moi. Parce que son système, il a fait moi, je jure, j'étais trop fort. Je me suis dit, voilà, j'étais trop fort. Lui, il avait 6, j'avais 15. En vrai, ouais, dans les autres, ouais, non, c'est vrai. Oui, j'avais vu dans le livre. Franchement, les 60 questions en 60 000, et c'est plus des questions. Voilà, c'est des questions de bâtard. Mais par exemple, attends. À un moment, il dit Henri de Rothschild, c'était un philosophe du 16e ou du 17e siècle. Il est à cheval sur les deux. Il est à cheval sur les deux. Ça, c'est bon. Je savais, mais non, mais c'est cool, tu vois. Mais genre, après, j'avais peur parce que je sais que si j'avais eu une exercice, j'aurais eu j'ai hésité à changer de faire un master administration de travail internationale. En vrai, ça ressemble beaucoup au continent, pas dans les matières, mais moi, je suis très heureux d'avoir moi, je pense que Mais oui, j'ai compris. Je suis certaine.
possible de descendre la projection pour nos amis du fond? Alors, est-ce qu'il y a une amélioration quand même? Non? Un petit peu? Ah, oui. Mais vous ne voyez plus. J'ai pas fait ça. Bon, ça, c'est... Oui, il est mal foutu son film, je sais. Oui? Rien du tout. Ok. Donc j'en étais à l'ordonnance du 12 décembre 2018 qui, donc je vous ai expliqué, a refondu la loi informatique et liberté, qui continue donc d'être officiellement la loi de 1978, même si son contenu a été complètement réécrit. Et puis évidemment, que serait la réécriture d'une loi sans la réécriture de son décret d'application, donc c'est un décret du 29 mai 2019. Donc ce décret, cette loi comme ce décret ont aussi mis... et quand je parle ça fait un arsène, donc c'est difficile pour moi. Je ne peux pas régler le son sur ce... Bon. Non, bon. Donc voilà, cette loi et ce décret ont mis à jour le droit français avec les exigences, enfin en conformité, devrais-je dire, avec les exigences du RGPD et ont transposé les obligations de la directive police-justice en droit interne. Mais la sphère des textes qu'il convient de prendre en compte dépasse le simple cadre, si j'ose dire, du RGPD et de la directive du même jour. Vous avez déjà toute une législation spécialisée. Donc, je vous ai dit tout à l'heure qu'une loi de 2016 avait revu les exigences en matière de données de santé. Bon, bah, c'est pas parce que le RGPD est sorti que cette loi n'existe plus. Non, il y a toujours chaque secteur, si vous voulez, chaque grand secteur d'activité a des lois qui spécifient de manière plus précise comment est-ce qu'il convient de traiter des données, ne serait-ce qu'en termes de sécurité, par exemple, c'est une grande question. Donc il y a toute une législation spécialisée qui va intéresser certains domaines particuliers qui peut-être vous concerneront. Vous avez aussi les recommandations et les lignes directrices qui vont être adoptées soit par les autorités de contrôle national, et pour ce qui nous concerne ici, c'est la CNIL, soit par un organe dont j'aurai l'occasion de vous reparler, qui est le Comité européen sur la protection des données, le CEPD, qui a, je vous le dis tout de suite, il y a un homonyme, il y a un autre CEPD qui est le contrôleur européen de la protection des données et qui est en gros la CNIL de l'Europe. Donc, en français, malheureusement, c'est le même sigle. Et 9 fois sur 10, quand on parle du CEPD, on parle bien du Comité européen sur la protection des données, qui est une espèce d'organe qui chapeaute toutes les autorités nationales de contrôle de protection des données dans l'Europe. Alors, ces recommandations et lignes directrices, j'essaie toujours de trouver si c'est trop fort, pas assez fort quand je parle, c'est très bizarre, pour nos amis du fond. Ce sont des textes très importants. Parce que la recommandation de la CNIL ou du CEPD, c'est un peu comme une recommandation d'un baron de la drogue. Vous voyez, ça s'appelle recommandation, mais vous avez intérêt à le faire. Donc, dans les faits, à chaque fois que vous avez une recommandation ou une ligne directrice, vous pouvez considérer que c'est comme un décret d'application. Voilà. Si vous ne faites pas ce qui est écrit dedans, le jour où on vous contrôle, on vous dira « Ah, mais je t'avais pourtant recommandé de faire ça. » Oui, c'était pas obligatoire, mais c'était obligatoire quand même. Donc, c'est ce qu'on appelle le droit souple. C'est-à-dire que techniquement, ce sont des textes qui sont dépourvus de valeur obligatoire. Et d'ailleurs, le Conseil d'État l'a rappelé encore très récemment à la CNIL sur une question de cookies, où la CNIL s'est aventurée à dire c'est interdit ça. Le Conseil d'État lui a dit tu n'as pas le pouvoir de poser une règle, tu ne fais que des recommandations. Que la CNIL a mis à jour son document, au lieu d'écrire il est interdit, il est probable que si vous faites ça, dans telles conditions, cela pourrait ne pas être légal. Voilà. La forme change, mais le fond est le même. Le jour où elle vous contrôle, elle considérera qu'il fallait faire ce qu'elle avait dit. Donc,
les recommandations et les lignes directrices, c'est vraiment c'est très important en pratique dans votre domaine. C'est à la fois le manuel d'application, le décret d'application. Enfin, c'est ce qui vous permet vraiment de comprendre comment vous devez mettre en œuvre certains concepts du RGPD. Et finalement, c'est ce qui fait autorité jusqu'à que la CJUE, qui aide vraiment le pouvoir d'interprétation des textes européens, finisse par dire qu'elle considère comme étant le droit. Mais jusqu'à que la CJUE statue sur un point, finalement, ces lignes directrices, de fait, ont une valeur quasi législative. Il faut également savoir qu'il y a un règlement du 23 octobre 2018 qui concerne uniquement les organes de l'Union européenne. Donc, si vous voulez, le RGPD, le RGPD version organe de. Comment dire, le RGPD ne s'applique pas aux organes de l'Union dans le traitement des données à caractère personnel, mais c'est tout simplement parce qu'il y a un règlement spécifique pour les traitements de données à caractère personnel réalisés par les organes de l'Union européenne. Donc ils ont leur RGPD à eux, si vous voulez. Comme vous pouvez l'imaginer, c'est pas très différent des principes du RGPD, mais ils ont leur propre texte. Au-delà de ces textes-là, il faut évidemment avoir égard à certaines conventions internationales. La première, c'est évidemment la Convention européenne des droits de l'homme. Alors évidemment, pour nous, c'est évidemment le RGPD qui constitue le phare dans la nuit de la législation sur les données à caractère personnel, mais il ne faut pas oublier que la CEDH a développé, sur le fondement de l'article 9 au respect de la vie privée, une jurisprudence qui traite aussi des données à caractère personnel et qui, par bonne entente évidemment, ne jure pas avec les principes du RGPD, parce que évidemment la Cour européenne des droits de l'homme a bien conscience que c'est dans l'intérêt de tout le monde que sa jurisprudence soit compatible avec tous les principes valables dans l'UE. Donc on ne lira rien de surprenant, si j'ose dire, dans la législation, dans la jurisprudence de la Cour européenne, mais quand même, ça reste un autre ordre juridique avec ses propres référentiels, et dans ce référentiel-là, il faut quand même respecter ce que la Cour européenne décide. Deuxième convention importante, c'est ce qu'on appelle la Convention 108, parce que c'était la 108e convention, ratifiée par les 47 États membres du Conseil de l'Europe. Donc on est à nouveau dans le, si j'ose dire, le domaine du Conseil de l'Europe, puisque vous savez que la CEDH c'est du Conseil de l'Europe également. Et donc ça a été ratifié par 47 pays du Conseil de l'Europe, mais également par des pays tiers, ce qui est assez original. Dans ces pays tiers, il y a des personnes qui ne sont pas des pays qui ne sont même pas sur le continent européen. Et cette convention est d'autant plus actuelle qu'elle vient d'être révisée, c'est-à-dire qu'en 2018 est sortie la convention 108+. Cette convention, alors, je reviens sur la convention 108, cette convention, en fait, elle était très précurseuse, on peut dire ça, précurseur, puisqu'on trouvait dans cette convention, qui date de 1981, finalement, un grand nombre de concepts qui ont été repris par la directive de 95 européenne. Donc la convention 108+, là c'est un peu le mouvement inverse, elle s'est beaucoup inspirée du RGPD. Mais, du coup, comme ces signataires dépassent le champ des États membres de l'UE, ça permet de diffuser, si vous voulez, les principes européens de la protection des données au-delà des frontières de l'Union européenne. Donc si vous lisez la Convention 108+, et que vous avez l'habitude du RGPD, vous n'êtes pas perdu du tout. Vous trouvez le traitement loyal des données, l'idée que les données doivent être adéquates, pertinentes, non excessives, enfin vraiment, vous trouvez une sorte de duplicata, c'est pas dit pareil, mais vraiment, vous y retrouvez. Et donc, comme je vous l'ai dit, ça étend les principes européens à tous les pays signataires. Et donc, figurez-vous, parmi les pays signataires de la Convention sur les puces, vous avez par exemple l'île Maurice. Donc, vous voyez, on est très très loin du territoire de l'UE. Donc, actuellement, il y a
13 pays signataires de la Convention sur les et ça augmente à toute vitesse, puisque l'année dernière, ou il y a 2 ans, ils étaient que 5. Donc ça va vite. Enfin, il faut que je vous dise un mot d'un serpent de mer qui est le projet de règlement e-privacy. Alors, ce règlement ambitionne d'uniformiser les règles européennes en matière de communication électronique. Parce qu'il faut savoir qu'actuellement, depuis une directive de 2002, mise à jour en 2009, il y a des principes européens qui concernent la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques. Et donc, la même idée, le même mouvement que on a essayé la directive, et puis finalement, tout est morcelé, on va faire un règlement, on nous a pondu la même histoire avec cette directive, dont on considère maintenant qu'elle doit faire l'objet d'une uniformisation. Et évidemment, comme le domaine de cette directive recoupe en partie le champ du RGPD, puisque dans les communications électroniques, bien évidemment, il y a des données personnelles qui circulent, il y a une nécessité de mettre à jour cette directive pour la rendre compatible. Enfin, quand je dis compatible, c'est actuellement le RGPD est compatible avec la directive, mais plutôt cohérente, voilà. C'est-à-dire de les mettre en cohérence finalement, le RGPD et puis les principes applicables dans le secteur des communications électroniques. Alors, pourquoi est-ce que je dis que c'est un serpent de mer? Parce que ça fait des années et des années que ceux qui suivent, d'entre vous qui suivent peut-être l'actualité des données le savent, que les pays ne s'entendent pas. Les pays européens ne s'entendent pas sur le texte du règlement. Et donc, il y en a eu déjà, je ne sais pas moi, 15 versions de brouillon, et on n'en est toujours pas sorti. Et la dernière version, alors quels sont les points de contentieux? Une question d'actualité qui est celle de la détection de la pédopornographie. Dans quelle mesure est-ce que je peux espionner aux communications pour détecter la pédopornographie? Vous savez pourquoi c'est d'actualité? Parce qu'il y a eu tout le système qu'Apple a voulu mettre en place. Je ne sais pas si vous avez suivi aussi cette actualité-là. Il consistait finalement à faire des hashes, pour ceux qui savent ce que c'est que des hashes, de toutes vos photos et les comparer avec une base de données où il y a des hashes de photos pédopornographiques. Et donc, du coup, passer un certain taux de hash commun, ça veut dire que vous avez des photos comme ça dans votre bibliothèque photo. Et donc, du coup, ça fait gueuler beaucoup de monde. Et oui, ça fait gueuler beaucoup de monde. Et donc, là, Apple pas d'abandonner, mais de remiser, on va dire, son projet. Et donc, ça, c'est ni plus ni moins qu'une actualité qui est en rapport avec un des points contentieux de la négociation de ce règlement. Peut-on permettre une violation des communications électroniques à des fins de détection de cette pédopornographie? Il y a aussi tout un débat sur les règles à instaurer pour les cookies, les fameux cookies, qui actuellement sont indirectement régis, sont directement régis par la directive, indirectement par le RGPD, et puis par les lignes directrices, notamment de la CNIL, là, toute fraîche de septembre 2020. Et donc, pas plus tard que la semaine dernière, la CNIL a fait son deuxième rapport de sanctions. Elle fait des tournées, elle envoie des mises en demeure à tout un tas de sites, et puis elle attend un mois, et ensuite, soit il y a des inconformités, soit elle sanctionne. Donc là, elle a fait son deuxième tour, elle dit que les gens mis en demeure se conforment pour la plupart, et sinon elle distribue des amendes. Et donc la dernière version du règlement e-privacy faisait pas mal évoluer le texte précédent sur plusieurs points, et a été assez critiqué par le Comité européen de la protection des données, parce qu'il trouve que les exceptions à la protection des communications à des fins judiciaires sont trop larges, et puis effectivement sont introduits dans ce projet de règlement des nouveaux fondements qui vous permettent par exception donc de faire échec au secret des communications, et ces fondements finalement ils sont un peu recopiés de ce qu'on trouve dans le RGPD, sauf que la transposition n'était pas pertinente. Donc du coup, ça nous fait introduire des exceptions nouvelles dont la nature n'est pas une si bonne idée finalement. Donc on n'est toujours pas sorti de là. Et donc c'est une actualité, c'est pour ça que je dis c'est un serpent de mer. Ça fait des années que c'est en négociation et ça risque de prendre encore un petit moment. Pour finir sur l'évolution des textes, je voudrais vous
donner les points essentiels sur lesquels le RGPD modifie la situation antérieure, et puis vous parler un petit peu de la directive police-justice. Donc, premier point, qu'est-ce que change le RGPD? Donc, comme je vous l'ai dit, le RGPD vient mettre à jour les dispositions qui existaient autrefois, mais aussi les unifier et donc introduire quelques nouveaux points. Évidemment, le RGPD change des choses, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que le RGPD reste une évolution de ce qui existait déjà. Donc, c'est pas non plus. Ça a été plus une révolution dans la tête des gens qu'une révolution juridique si intense. Bien sûr, hein, on est d'accord, ça change des choses. Mais par rapport à ce qui existait avant, finalement, ça ne change pas autant que ce qu'on pourrait croire, parce qu'on en a parlé comme si c'était vraiment le retour du Christ, hein, mais non, c'était beaucoup plus mesuré, quoi. Donc, si vous prenez la directive de 95 et que vous avez l'habitude du RGPD, ben, vous retrouvez quasiment tous vos petits. Hein. Même la structure du texte est quasiment la même. Simplement, la directive était beaucoup plus légère, elle était beaucoup plus petite, le règlement est beaucoup plus long, introduit de nouveaux mécanismes, quelques nouveaux principes, mais vous retrouvez quand même les fondamentaux. Donc, quels sont les changements, finalement, en fin de compte, par rapport à la directive qu'introduit le RGPD? Première chose importante, c'est la réduction des lourdeurs administratives. Et donc là, on en vient à ce que je vous disais à propos de la loi informatique et liberté, qui a introduit un système de déclaration. Eh bien, le RGPD a fini finalement de jeter finalement ce principe de déclaration. Aujourd'hui, on est dans un pur principe de responsabilité, ce que le texte anglais appelle accountability, et que un ancien secrétaire général de la CNIL, en français, appelle le principe de redevabilité, ce qui est assez intelligent comme traduction, même si ce n'est pas ce qui est écrit dans le RGPD. Donc, il y a des fois où il faut quand même notifier l'autorité de contrôle du traitement que vous allez faire, mais c'est vraiment dans le champ de l'exception. Le principe, c'est que vous êtes responsable du traitement des données que vous faites, et ensuite on passe en vous contrôle. Si jamais vous n'avez pas respecté les principes du RGPD, on vous tombe dessus. Donc ça, c'est un gros changement. Deuxième chose qui est dans la même philosophie, si j'ose dire, c'est qu'il y a une approche fondée sur les risques. Je dis que c'est la même philosophie parce qu'évidemment, si il vous incombe de respecter le RGPD sous peine d'être sanctionné, finalement, c'est sur vous que pèse le risque de non-conformité. Autrefois, vous faisiez votre déclaration, et puis vous pouviez dire « Ah, mais j'avais déclaré ». Il fallait me dire si mon traitement était mauvais. Donc aujourd'hui, vous portez le risque de non-conformité. Mais cette idée d'approche basée sur les risques, elle diffuse aussi à l'intérieur du règlement. En ce sens que pour certains traitements, enfin pour certains fondements en tout cas, c'est à vous d'estimer les risques que votre traitement fait encourir aux personnes, ce que le règlement appelle les personnes concernées, c'est-à-dire vous et moi. Donc c'est à vous de prendre la responsabilité, de faire une balance de proportionnalité, de savoir dans quelle mesure est-ce que ce que je m'apprête à faire peut porter atteinte aux droits et libertés fondamentaux des personnes concernées. C'est vous qui faites cette balance comme un petit juge. Vous devez consigner tout ça, et puis en fonction de la balance que vous avez fait, quand vous avez consigné la teneur, j'estime que parce qu'il y a tel et tel, je vais faire tel usage et que j'utilise telle mesure de sécurité et qu'on va détruire les données dans les 2 semaines, j'estime que la balance reste en ma faveur, et puis donc vous procédez à votre traitement, mais si vous vous trompez, on vous tombera dessus. Mais c'est sur vous que pèse la responsabilité d'apprécier la balance entre votre intérêt et celui de la personne concernée. Donc il y a des tests de proportionnalité qui vous incombent à vous, responsables de traitement, de faire pour certains traitements. Vous avez ensuite une meilleure prise en compte de la confidentialité des données à la conception des traitements, avec différents mécanismes. Le premier qu'on appelle vulgairement la l'IPD, qui est l'analyse d'impact relative à la protection des données, sur la protection des données. Donc là, c'est quand il y a un risque important, vous devez mener une analyse particulière. Autre exemple, celui de la confidentialité par défaut. C'est-à-dire que quand vous concevez un traitement de données personnelles, vous devez par défaut avoir la mesure de sécurité. Enfin, vous devez le concevoir
le plus économe, si j'ose dire, en termes de données personnelles, tant dans le nombre que vous allez utiliser que dans l'étendue de traitement que vous allez faire. Bien sûr, on aura l'occasion d'en reparler. Vous avez un renforcement des conditions de validité du consentement. Et donc c'est là où on voit par exemple l'influence d'une matière dont je vous ai dit que j'avais eu l'occasion d'enseigner un petit peu, qui est donc l'analyse comportementale du droit, qui est qu'on s'est rendu compte que, quelque chose que tout le monde sait, mais finalement avant on s'en foutait, nous les juristes, c'est que bon, bah oui, quand on signe un papier en vrai et qu'on n'a pas lu, qu'on clique, qu'on dit oui, ça ne veut pas dire qu'on a lu tout ce qu'il y avait écrit et qu'on a compris ce qui se passait. Bon, bah le RGPD, il prend ça en compte, parce que je dis l'analyse comportementale du droit, il faut avoir une approche pragmatique. Pragmatiquement, qu'est-ce que la personne a compris? Si elle n'a rien compris, en fait, c'est qu'elle n'a pas été informée. J'en profite pour vous renvoyer la prochaine RTDC où je publie un article sur l'information du contractant à la lumière de l'analyse comportementale du droit. Si vous voulez en savoir plus sur ces questions-là, pas sur le RGPD, parce qu'on n'en parle pas, c'est la même philosophie, si vous voulez en savoir plus, eh bien vous savez où aller voir. Donc le RGPD, dans cette idée, dans cette philosophie de réalisme, il dit que le consentement il doit être éclairé, et que tout doit être expliqué en termes simples, accessibles et compréhensibles. Et donc si jamais c'était pas clair, simple et compréhensible, c'est qu'on regarde concrètement, on se dit, je caricature, mais c'est ça, on se dit, est-ce qu'une grand-mère aurait compris en voyant ça? Si jamais on pense que la grand-mère n'aurait pas compris, vous êtes sanctionné. Voilà. Donc, on n'est plus dans le monde où il suffit d'obtenir une signature et c'est bon. Non. Il y a un truc où il faut cliquer sur OK, on va regarder ce qu'il y avait écrit au-dessus de OK, on va lire, on va dire est-ce que là, il y a l'information qu'il fallait, est-ce que la personne, en 3 secondes, elle peut comprendre la portée de ce qu'elle fait? Si la réponse est non, vous êtes sanctionné. Autrefois, on aurait dit, bah oui, vous avez cliqué, vous avez accepté. Donc c'est ça, une des utilités de l'analyse comportementale du droit, et toute la législation européenne des 10 ou 12 dernières années est influencée par ce champ de recherche qui regarde notamment, parce que ça traite de plein de choses, la réalité du consentement et la réalité des comportements humains plutôt que de s'en tenir à une approche théorique. Donc vous retrouvez cette trace dans le RGPD et dans toutes les décisions d'ailleurs de la CNIL qui sanctionnent pour défaut de consentement. Vous avez une obligation généralisée de notification en cas de violation de données à caractère personnel. Donc si jamais il y a un risque, donc cette idée de risque, pour les personnes concernées, vous devrez les notifier. Et puis, même si vous ne devez pas nécessairement les notifier, vous devrez dans beaucoup de cas notifier la CNIL, l'autorité de contrôle, que vous avez été victime d'une attaque qui est de nature à compromettre, qui, selon vous, a créé une violation de données à caractère personnel, de telle sorte que la CNIL pourra vous intimer d'informer les personnes concernées de la violation dont vous avez été victime. Vous avez un encadrement un peu plus précis, bon, en tout cas vous avez une mention un petit peu plus appuyée de la question du profilage. Dans le RGPD, le fait de vous suivre finalement, de construire une sorte de cartographie de ce que vous êtes, on aura l'occasion d'en parler, vous avez une meilleure prise en compte ainsi qu'une responsabilité accrue des sous-traitants. C'est-à-dire que dans la directive, on mentionnait le fait qu'il y avait des sous-traitants, on en parlait un petit peu, mais finalement, ce n'est pas le bon cas. Dans le RGPD, l'existence de sous-traitants qui sont absolument des personnes majeures dans la mécanique de l'utilisation des données est vraiment prise en compte. Vous avez un article entier qui traite des sous-traitants, du contrat qu'ils doivent conclure avec les responsables de traitement, et puis ils ont aussi une responsabilité. Donc les sous-traitants sont vraiment intégrés dans le RGPD, alors qu'ils n'étaient plutôt que mentionnés, on va dire, dans la directive. Vous avez aussi le rôle important donc, des délégués à la protection des données, ce nouveau métier d'avenir, donc évidemment qui sont délégués pour l'objet de 2 articles du RGPD, et sont des personnes clés qui donc, doivent épauler les dirigeants d'une structure pour leur conformité, dont la nomination est parfois obligatoire et qui peut n'être que conseillée dans d'autres hypothèses. Bien évidemment, si vous en avez les moyens, alors parfois vous n'aurez pas le choix, mais si vous en avez les moyens, il vaut mieux avoir un délégué à la protection des données lorsque vous vous lancez dans une activité qui implique un traitement de données à caractère personnel relativement important. Vous avez des nouveaux droits pour les personnes concernées, comme la légalisation du droit à l'oubli, puisque vous savez ou pas qu'il y a déjà eu un arrêt de
Google sur la question du droit à l'oubli, c'était avant le RGPD. Et puis ce droit un peu étrange à la portabilité des données. Alors, je ne sais pas s'il y en a certains d'entre vous qui ont déjà essayé de servir de ce droit de la portabilité des données, mais bon voilà, vous recevez un bloc, ça peut être un bloc Excel ou un truc HTML, vous mettez toutes vos données dedans, mais alors le problème de la portabilité, c'est que vous êtes censé pouvoir le réimporter ailleurs. Mais alors, ça, c'est un peu un droit théorique dont la mise en œuvre est un petit peu défectueuse. Donc, ce que ça veut dire, c'est que souvent, on va vous permettre de télécharger vos données, et comme il n'y a pas de format par défaut qui fait autorité, du coup, on tourne avec ces données, et c'est pas dit que le réseau social d'à côté, en fait, ça n'arrivera jamais, on va réimporter vos données de manière aussi simple. Et en tout cas, voilà, c'est parti de vos nouveaux droits. Vous avez un système important qui pose problème dans sa mise en œuvre, qui est un système d'organisation des autorités de contrôle. Parce qu'aujourd'hui, vous avez plein d'entreprises qui ont un rayonnement évidemment mondial. Et donc, si vous voulez attaquer Google, par contre, vous l'attaquez. Dans quel pays vous saisissez quelle autorité? Et donc, du coup, le RGPD crée un système de répartition des tâches entre les autorités de contrôle. Où vous avez une autorité de contrôle qui va devenir une autorité qu'on appelle chef de file. Puis les autres qui peuvent être impliqués vont collaborer avec l'autorité chef de file qui est censée prendre une décision. Et donc, sur le principe, c'est simple, dans sa mise en œuvre, c'est compliqué, d'autant plus que vous avez certaines autorités de contrôle, et une en particulier, qui n'est pas pressée en fait, de mettre des amendes et de taper sur les gens. Et donc, toutes les autres autorités trépignent parce que c'est l'autorité de contrôle et qu'elle ne fait pas bien son boulot. Et donc, là, récemment, elle s'est fait taper dessus par le contrôleur, le Comité européen de la protection des données, parce que le système prévoit qu'on peut saisir, dans ce cas-là, le Comité européen, qui a dit à l'autorité de contrôle maintenant, il faut que tu te bouges. Donc, les détenteurs, tout ça occasionne des lenteurs qui sont préjudiciables finalement à la sanction des comportements violents de RGPD, même si à la clé, là, il y a des centaines de millions d'euros d'amende dans cette affaire dont j'aurais l'occasion de parler, qui sont prononcées là. Donc, à la fin, ça marche, et ça marche avec un délai, si vous voulez, de justice un petit peu, un délai de mise en œuvre qui est un petit peu trop long. Évidemment, une augmentation sensible des sanctions, puisque maintenant, suivant les hypothèses, ça peut être par exemple 4% du chiffre d'affaires mondial de votre groupe. Donc, ça peut se chiffrer en centaines de millions d'euros. Là, récemment, on a eu une condamnation à 700 millions d'euros. Je pense qu'on va peut-être être au milliard d'arrivée, mais jusqu'à que ces personnes acceptent de respecter les règles. Donc ça monte, et plus vous avez un chiffre d'affaires élevé, plus vous êtes exposé à une sanction élevée. Et donc le dernier point que j'ai eu l'occasion de mentionner tout à l'heure, c'est l'élargissement du champ d'application territorial du dispositif de protection. C'est-à-dire que maintenant, et c'est ce qu'on aura l'occasion de voir la semaine prochaine, dans certaines conditions, bien que vous n'ayez aucun établissement en Europe, dans l'UE, vous êtes astreint au respect du RGPD. Et donc, le RGPD a un champ d'application extraterritorial qui s'applique à des personnes qui ne sont pas situées sur le territoire de l'Union européenne, dès lors on en parlera, mais dès lors qu'ils offrent des biens et des services sur le territoire de l'Union européenne, ou qu'ils suivent le comportement de personnes situées sur le territoire de l'UE. Donc on reverra tout ça, mais ça c'est un changement substantiel qu'apporte le RGPD. Dans certaines conditions, les personnes qui ne sont pas situées en Union européenne doivent respecter le RGPD. Ça c'est un gros changement par rapport à la directive. Donc ça c'est pour les gros changements qu'apporte le RGPD. Vous voyez, il y a quand même des changements. Le RGPD est quand même un événement, mais pour tout le reste, et je sais qu'il y en a d'autres choses, les fondamentaux du traitement, les droits à respecter, tout le reste, ça existait déjà en fait. Ça existait déjà, et donc c'est une évolution plus qu'une révolution. Deuxième chose dont je voulais vous parler, c'est quid des spécificités de la directive police-justice. Ça, c'est une spéciale dédicace pour nos amis pénalistes. Ceux qui sont venus pour rien au secours. On va parler de la directive police-justice lorsqu'il faudra en parler.
Alors, première question, pourquoi est-ce que cette directive existe? Pourquoi? C'est à cause de la spécificité de sa matière, qui est la matière pénale. Parce que dans ce domaine, si évidemment les individus ont un droit légitime à une protection de leurs données à caractère personnel, il est sûr qu'ils ne vont pas avoir les mêmes droits vis-à-vis des responsables de traitement, c'est-à-dire finalement les organes pénaux, ne vont pas avoir les mêmes droits que si c'était, je ne sais pas moi, contre Apple ou Microsoft. Vous imaginez bien qu'on n'aurait pas à vivre dans un système où un délinquant pourrait saisir la justice en disant je voudrais tout de suite avoir accès aux données que vous avez sur moi, seulement c'est actuellement une enquête dont je fais l'objet, et puis de savoir les écoutes téléphoniques qui sont pratiquées sur moi, éventuellement, ça ne marcherait pas. Donc, on a besoin d'un texte spécial parce qu'on ne peut pas appliquer de manière brute les droits et la philosophie du RGPD dans un contexte d'enquête et de répression pénale. Donc évidemment, la directive adapte les principes du RGPD à la particularité de l'activité de la répression pénale, de la détection des infractions. Et donc comment résumer ça? Je vous lis le considérant 49 de la directive. Lorsque des données à caractère personnel sont traitées dans le cadre d'une enquête pénale ou d'une procédure judiciaire en matière pénale, les États membres devraient pouvoir prévoir que le droit à l'information, le droit d'accès aux données à caractère personnel, de rectification ou d'effacement et le droit à la limitation du traitement sont exercés conformément aux règles nationales relatives à la procédure judiciaire. Donc en gros, on réserve toute la spécificité de la procédure pénale qui a évidemment ces principes propres qui sont déjà formellement établis dans tous les pays de l'Union européenne, et ces principes vont prévaloir. Sous réserve évidemment de ce que demande la directive, dans la limite de ce qu'elle peut demander, puisque, j'y reviendrai, oui monsieur, d'ailleurs, les compétences de l'Union européenne en matière pénale ne sont pas extrêmement importantes, contrairement à son cœur de métier, si j'ose dire, qui est ce qu'on appelle autrefois le marché unique. Donc l'idée générale, en fin de compte, c'est que les principes généraux de la directive restent les mêmes que ceux du RGPD, c'est-à-dire qu'on est quand même ces deux textes qui sont sortis au même moment, qui ont été écrits en même temps. Donc le cadre général, des idées générales, c'est la même chose, mais adapté dans la directive à la nécessité de l'enquête. Donc la directive, c'est le RGPD plus adapté à la matière pénale. Donc c'est pour ça que dans le cadre de ce cours, je vais suivre le RGPD, je vais vous expliquer le RGPD, et quand il y a des variations, des choses, je vais vous dire, et la directive, voilà, sur ce point, là, ce point n'existe pas. Donc le RGPD sera ma trame, et la directive police-justice, je vous en parlerai à chaque fois qu'il y a des adaptations par rapport à ce que je suis en train de vous expliquer. Mais alors, d'un point de vue formel, est-ce qu'on ne pouvait pas tout simplement intégrer ces principes RGPD? Pourquoi est-ce qu'on a fait deux textes? Il faut déjà se rendre compte, je reviens à ce que je m'apprêtais à vous dire, c'est que les compétences de l'Union européenne en matière pénale, elles sont relativement limitées. Si vous allez lire les textes fondateurs de l'UE, on lit, je vous fais grâce des articles, etc., c'est dans le TFUE, l'Union doit assurer un niveau élevé de sécurité par des mesures de prévention de la criminalité. Ces mesures prennent la forme de mesures de coordination et de coopération entre autorités policières et judiciaires et autres autorités compétentes, ainsi que par la reconnaissance mutuelle des décisions judiciaires en matière pénale, et si nécessaire, un rapprochement des législations pénales. Ce rapprochement, en réalité, étant assez contraint par les textes, fait grâce des détails, parce que vous disiez les textes, en fait, le champ du rapprochement est quand même limité. Donc du coup, l'Union européenne en matière pénale, les mots-clés, c'est coopération, rapprochement, mais ce n'est pas uniformisation. Et donc, vous savez comment ça fonctionne, justement, la directive, cette magie qu'elle n'uniformise pas, mais elle donne des objectifs que chacun doit traduire dans la spécificité de son droit. Donc,
de ce point de vue-là, la directive est bien plus adéquate qu'un règlement qui est trop brut dans ses finalités et dans ses conséquences juridiques. Donc c'est sûr qu'on n'avait pas fait un règlement sur ces questions-là. Pour ce qui est du fondement maintenant quand même de cette intervention en matière pénale, alors vous avez l'article 16.1 du traité sur le fonctionnement de l'UE qui prévoit que toute personne a droit à la protection des données à caractère personnel la concernant. Donc il y a un fondement dans les traités généralistes et donc qui concerne les virtualités du droit de l'UE. Et justement, quelles sont ces virtualités? Vous avez l'article 87 du TFUE qui autorise le Parlement et le Conseil pour réaliser une coopération policière entre les États membres à établir des mesures relatives à la collecte, le stockage, le traitement, l'analyse et l'échange d'informations pertinentes. Donc là, vous avez le fondement précis dans les traités fondateurs qui finalement autorisent l'Union européenne à se mêler de la question du traitement des données à caractère personnel dans le champ finalement de la procédure pénale, du droit pénal. Et effectivement, quand vous lisez la directive de 2016, l'intérêt, je sais quand on est à votre place, on passe son temps à aller en cours et à apprendre des cours, et finalement on ne prend pas assez le temps de regarder les textes. Mais toute la législation européenne a ça de formidable qu'avant le texte, il y a des considérants. Et les considérants, c'est vraiment ce qui vous éclaire sur tout, ce qu'on a voulu faire, comment est-ce qu'on a pensé. C'est le législateur qui vous explique finalement quels étaient ses buts, le contexte de son intervention, etc. Donc c'est très précieux en fait d'aller lire les considérants des textes européens parce que ça vous éclaire. Et donc la directive 2016, elle, dans ses considérants, elle rappelle la nécessité de faciliter le libre flux des données à caractère personnel entre les autorités compétentes en matière pénale et d'assurer un niveau élevé et homogène de protection des données à caractère personnel des personnes physiques, ainsi que faciliter l'échange des données entre les autorités compétentes des États membres. Pourquoi? Afin de garantir l'efficacité de la coopération judiciaire en matière pénale et de la coopération policière. Et donc vous voyez encore une fois que c'est cette idée que ça facilite la coopération entre les autorités pénales des pays. C'est un peu apparavant, parce qu'on peut réussir à coopérer sans avoir une législation harmonisée sur la protection des données. Mais vous avez l'article 87 du TFUE qui, de toute manière, constitue une base légale suffisante pour l'intervention dans ce domaine. Donc voilà, si vous voulez, le contexte juridique qui permet aux autorités européennes de s'immiscer dans la matière pénale et comme on est sous le champ de la coopération et pas de l'uniformisation, si vous voulez, mais du rapprochement, eh bien on fait une directive parce que c'est un instrument qui est adapté à ces objectifs. Maintenant, il faut bien prendre garde parce que c'est pas parce que il y a les données à caractère personnel sont traitées dans un contexte pénal que ça relève nécessairement de la directive. Évidemment, j'aurai l'occasion de revenir là-dessus lorsqu'on fera le champ d'application des textes. Mais dites-vous tout de suite que vous avez que les autorités, ce que le texte appelle les autorités compétentes en matière pénale, vont être amenées dans le cadre des traitements qu'ils font, parfois appliquer le RGPD. Parce qu'au sens strict, les conditions d'application de la directive ne seront pas remplies. Et comme ça reste un traitement de données à caractère personnel, eh bien, ça retombe dans le champ du RGPD. Le RGPD lui-même prévoyant une disposition qui est propre à la matière pénale, mais qui donc n'appartient pas au champ de la directive, mais au champ du RGPD. Donc, ce n'est pas parce que les données sont traitées dans un contexte pénal que nécessairement s'entraîne l'application de la directive. Parfois, vous serez quand même dans le champ du RGPD, et ça, c'est quelque chose qui est un peu cauchemardesque pour les autorités en question, parce qu'elles sont toujours en train de se demander est-ce que je suis dans le champ de la directive, ou est-ce que je ne suis pas dans le champ de la directive, et ce ne sont pas les mêmes règles. J'ai eu l'occasion notamment de voir ça avec enfin bon voilà, les autorités qui étaient en charge de
contrôle des tags d'immatriculation. Donc les questions se demandaient finalement de quelle était la finalité du traitement des tags d'immatriculation, et en fin de compte, les défauts vers cette finalité, on ne sait pas dans le cadre de la directive, se retrouvait impliqué vers GPD, alors que c'était le prototype des autorités dont on s'attendait à ce que leur traitement fasse partie de la directive. Ben non, parce que, on verra les conditions d'application, il suffit qu'il y en ait une qui défaille, et donc ça ne s'applique pas. Voilà, bah écoutez, c'est fini. La semaine prochaine, on fera le champ d'application des textes. Je vous remercie beaucoup et je vous dis à la semaine prochaine. Merci. Je suis très heureux d'être avec vous.